tous. Du coup, je vais vous présenter Trace de Trail, nos outils Trace de Trail. Une petite présentation rapide sur qui je suis. Donc, je suis cofondatrice de Trace de Trail. Le site existe depuis maintenant 13 ans. On est spécialisé dans la cartographie de parcours trail, essentiellement. Et je dirais notre particularité, c'est depuis le départ, on a développé des outils cartographiques vraiment pour les organisateurs d'événements. Donc, c'est une plateforme voilà, qui est accessible à tous, que ce soit les coureurs, les organisateurs, mais on a développé depuis le départ parce qu'on a senti qu'il y avait une demande là-dessus, des outils spécifiques pour le volet événement. Donc, je vais vous présenter, je vais faire un petit aperçu de tous ces outils. Euh, donc, le cœur de notre plateforme, c'est de tracer des parcours. Donc, on a tout un panel d'outils, je dirais, pour préparer ces parcours. Quand on trace un parcours sur Trace de Trail, on peut tracer en important un GPX, on peut faire un tracé automatique à partir des sentiers IGN, OSM. La particularité, on peut aussi importer un GPX et ensuite recaler tout ou partie du GPX en automatique sur les sentiers IGN, OSM. On a des outils aussi spécifiques pour les organisateurs avec une inspection automatique de la qualité de la trace. Parce que c'est vrai que souvent, on nous pose la question de quelle est ma distance, quel est mon dénivelé, mon parcours. Mais la base, c'est avoir une trace qui est propre et pas des allers-retours, etc. Et donc, on a un système, un petit outil qui permet rapidement de visualiser les anomalies de la trace. Ce que vous voyez à l'écran, le visuel. C'est là, on voit des amas de points, en fait. Mhm. C'est ce qui va nous permettre d'aller vérifier directement voilà, ces zones-là. On a des outils qui permettent aussi de rapidement améliorer les portions itinéraires. Et puis, en même temps, on peut vérifier les types de terrain, les pourcentages de route, etc., toutes ces données-là. Voilà. Sur Trace de Trail, on a aussi toute la partie gestion des ponts et des tunnels. Parce que quand on passe dans un tunnel, ça arrive sur un outil cartographique de base, on va prendre le dénivelé qu'il y a sur la colline ou la montagne qu'on passe. Donc, on a des outils pour gérer ces zones-là, ces passages-là. De la même manière pour les passages de pont. On a aussi, parfois, alors pas dans le trail, mais on a des courses qui prennent des remontées mécaniques. Alors, je pense au VTT, où il y a certaines courses qui prennent des remontées mécaniques. Pareil, on a des outils pour gérer ces passages de remontées mécaniques pour, bien entendu, pas prendre en compte le dénivelé de ces sections-là et la distance. Voilà, on a aussi, quand on trace sur Trace de Trail, on peut ajouter des variantes de repli ou de reconnaissance. On en reparlera un petit peu plus loin. Et puis, on peut aussi indiquer des sections. Donc, ça peut être des relais, mais ça peut être aussi des zones, par exemple, des zones privées. Je vais revenir après dessus. Ça peut être aussi, je sais pas, sur un run and bike ou un swim run, identifier les sections où on court et les sections où on roule ou on nage. Donc, on a ces outils aussi qui permettent de gérer ces sections-là. Ça pourrait être aussi identifier des sections, par exemple, avec des enjeux environnementaux ou des enjeux de sécurité ou je sais pas, par exemple, il faut que les coureurs marchent sur cette portion-là. Voilà, on a la possibilité de les identifier. Donc, un ensemble d'outils pour tracer. Après, je ne rentre pas dans le détail de tous les outils. Souvent, je dis on a une boîte à couture sur Trace de Trail. On peut vraiment tout faire. On peut copier une portion d'une trace et la coller sur une autre, sur un autre parcours. On peut faire beaucoup de choses. Voilà. Une fois qu'on a tracé les parcours, on peut intégrer toutes les données qui sont liées au parcours, donc ajouter tous les points d'intérêt. Et là, on a plus de 80 points d'intérêt sur Trace de Trail. Donc, ça va des points d'intérêt pour les parcours lambda d'entraînement, avec les sommets, les cols, etc. Mais on a beaucoup de points d'intérêt pour les organisateurs, avec tout ce qui est ravitaillement complet, solide, les ravitaillements hauts, etc. Tout ce qui est barrière horaire, secours, contrôle, les points les accès supporters. Enfin, voilà, on en a beaucoup. Et depuis quelques mois, on a fait la passerelle aussi avec la plateforme déclaration manifestation.gouv, ce qui permet, quand on travaille des parcours sur Trace de Trail, on peut directement exporter les points et les données qui vont être directement compatibles sur la plateforme.
Donc, quand je vais les réimporter, enfin, je vais exporter mon GPX avec mes points, ils vont être directement affectés avec toutes les infos sur la plateforme. Donc, ce qui évite les doubles saisies. Voilà, et puis toutes les infos qu'on met, on peut choisir de les mettre sur la carte, sur le profil et dans la table des passages. Il y a une table des passages qui se met en forme et je peux choisir d'afficher partout ou sur une partie. Voilà. De la même manière, je peux avoir par exemple un point de ravitaillement où je passe à l'aller et au retour, il y a une boucle. Ben, dans ce cas-là, je peux mettre un seul point sur la carte visible et l'afficher 2 fois sur le profil ou dans la table des passages. Parce que je peux masquer, il y a certains points que je peux ne pas afficher sur la carte. En fait, je peux les laisser en invisible sur la carte et directement voilà, sur la carte et sur la table des passages et le profil. Voilà. C'est vrai que nous, on est très sensible à tous les aspects passages de propriété privée. Ça fait 13 ans qu'on bosse sur Trace de Trail, 13 ans qu'on est en contact d'organisateurs qui nous parlent de ces problématiques-là. Et en parallèle, on accompagne les collectivités aussi sur le développement de parcours permanents de trail. Donc, on a cette sensibilité sur les passages privés. On sait que ça peut être embêtant pour les organisateurs si les coureurs y vont. Et on a développé des outils pour gérer ça. Il y a deux aspects. Déjà, souvent, ce qu'on entend, c'est je mets ma trace en privé, je ne communique pas dessus parce que c'est privé et on n'a pas le droit de passer hors jour J. Dans les faits, si on n'informe pas les gens, ils vont peut-être y retourner parce qu'ils ont vu qu'il y a du monde, enfin, ils sont passés par exemple sur la course et puis après, ils ont envie de revenir. Ou les traces, elles se retrouvent un peu sur toutes les plateformes. Donc, c'est vrai que c'est pas des gens, parfois, ils vont sans le savoir. Donc, on a un système d'affichage en public, mais on appelle ça l'accès restreint. C'est-à-dire que les coureurs vont pouvoir visualiser le parcours. Par contre, on bloque le chargement du GPX et automatiquement, il y a un message d'alerte sur le parcours qui dit que le parcours est accessible que le jour J. Donc ça permet aux coureurs de préparer la course, mais d'être sensibilisés au fait qu'ils peuvent y aller que le jour J. Et puis, on peut aller plus loin. On peut aussi, comme vous le voyez à l'écran, mettre des sections, indiquer des sections vraiment privées et ajouter des variantes de reconnaissance pour contourner ces sections-là. Voilà, on est clairement informé que ces zones-là, elles sont accessibles que le jour J et on propose des alternatives pour ceux qui souhaitent reconnaître le parcours. Voilà. Sur Trace de Trail, on peut aussi créer des cartes multi-parcours. Donc, je crée mes parcours, mais souvent sur un événement, on a 2, 3, 4, 5 épreuves. Et on peut créer ensuite une carte où on va visualiser l'ensemble des épreuves. Alors là, sur le visuel que vous voyez, on n'a pas le profil, il est masqué, mais on peut afficher le profil altimétrique de chaque parcours et puis je peux switcher de l'un à l'autre. Donc, ça me permet d'avoir une vue globale. Et sur cette carte, on peut aussi ajouter des points d'intérêt, voire des zonages qui seront dédiés à la carte. De cette manière, je peux préparer, par exemple, pour mon événement, une carte un peu PC course avec j'ai une vue d'ensemble de mes parcours. J'ai mes points, je sais pas, de sécurité, mes points de secours que je positionne. Et puis, je peux positionner des zonages, des polygones, en fait, sur la carte. Je sais pas, l'hélico, enfin la zone hélico ou autre, enfin je dis n'importe quoi peut-être. Mais voilà, je peux préparer des cartes comme ça qui peuvent rester en privé pour l'usage de l'organisateur, mais ça peut être aussi diffusé. Derrière, on va le voir, on a l'insertion d'iframe sur le site de l'événement de parcours ou de cartes multiparcours. Voilà, sur tout l'aspect logistique, administratif, au-delà de la présentation des parcours, on a pas mal d'outils sur Trace de Trail pour faciliter le travail des organisateurs. Donc, déjà, il y a tout ce qui est étape des passages pour savoir voilà, où sont mes ravitaillements, etc., à quelle distance, quel dénivelé depuis le départ. Donc ça, on a des exports en CSV, en PDF. Et ça, c'est généré automatiquement à partir des infos que je vais mettre sur ma carte. On a aussi l'estimation des temps de passage, premier, dernier coureur, qui peut alimenter aussi automatiquement la table des passages. Et là, alors c'est une version bêta qui va être améliorée là prochainement. Mais voilà, ça permet d'avoir directement toutes ces données dans la table des passages, soit que j'exporte pour mon utilisation perso, soit prête à afficher au coureur.
On a aussi pas mal d'outils pour la gestion des bénévoles. Et donc là, voilà, je peux affecter, je peux positionner tous mes signaleurs, etc., sur la carte et ensuite affecter des bénévoles aux différents postes. Je peux sortir un planning avec les plages horaires, les missions, etc. Et donc, je peux télécharger ce planning. Je peux éditer des fiches de poste individuelles aussi. Et puis, je l'évoquais tout à l'heure, il y a toute la passerelle avec la plateforme déclaration manifestation où quand je saisis sur trace de trail, si je complète correctement, derrière, l'export, il est automatique. Là, sur l'écran que vous voyez, à gauche, c'est trace de trail et à droite, c'est l'import sur la plateforme. Voilà, ensuite, on a tous les outils pour derrière communiquer auprès des coureurs et leur fournir les éléments pour qu'ils puissent préparer leur course. Donc, bien entendu, il y a le GPX, le chargement du GPX. Comme je disais tout à l'heure, on peut bloquer. Si on ne souhaite pas que les coureurs puissent le charger, ça peut être bloqué. Je ne l'ai pas trop évoqué tout à l'heure, mais bien entendu, hein, un parcours sur Trace Trail, il peut être en public avec accès restreint, et aussi en privé. Et en privé, vous pouvez fournir un code d'accès à certaines personnes pour qu'elles puissent aller voir le parcours. Donc, vous n'avez pas besoin de donner vos codes, votre compte à vous, pour qu'une personne puisse aller voir un parcours privé. Il y a toute la partie PDF. On peut générer des PDF. Ça va du A5 jusqu'au A0, donc grand format avec carte IGN. Et là, voilà, on peut mettre en forme, alors soit un PDF rapide comme celui qu'on voit là, soit vraiment une carte A0 avec ce que je veux dessus. Et donc, c'est un export PDF. Et puis, il y a tout le volet intégration sur le site de l'événement. Donc, il y a plusieurs écoles. Il y a certains qui renvoient sur Trace de Trail, sur la page directement sur Trace de Trail, et d'autres qui intègrent sur leur site web. Là, il y a un exemple. Et comme je disais tout à l'heure, on peut intégrer une iframe d'un parcours, mais aussi une carte multiparcours. Dans les iframes, on peut aussi configurer donc affichage du profil. Et maintenant, on a une iframe aussi pour la table des passages. Donc, ça permet aussi d'afficher la table des passages qu'on a mis en forme directement sur son site. L'intérêt, c'est si je modifie mon parcours et donc mes éléments de table des passages, automatiquement, ça sera mis à jour sur le site de l'événement. Voilà, on a toute la partie personnalisation de profil. Donc, c'est différent. Si je reviens sur la slide avant, en bas, vous voyez un profil automatique qui est généré automatiquement avec un parcours sur Trace de Trail. Mais là, c'est autre chose. On a un outil pour mettre en forme vraiment des profils. Et là, 100% personnalisé. Je fais ce que je veux, je change les couleurs, etc. Par défaut, en fait, quand je vais arriver sur l'outil, ça va m'importer tous mes points d'intérêt. Si j'ai des sections, ça va me les importer. Mais derrière, je personnalise comme je veux. Et ça va du petit profil comme ça au profil qu'on va imprimer sur bâche aussi, si on le souhaite. Et donc, sur ce profil, on peut afficher tous les points de ravitaillement, les barrières horaires, etc., les distances intermédiaires. On peut personnaliser avec les contenus qu'on souhaite. Donc, voilà, c'est vraiment conçu pour être personnalisé comme on veut. Euh, Sur Trace de Trail, on a un outil aussi depuis quelques mois. On peut créer des vidéos 3D immersives, donc des flyovers. Et là, pareil, alors j'ai mis en forme mon parcours sur Trace de Trail avec mes points de ravitaillement, mes barrières horaires, etc. Et derrière, je vais configurer ma vidéo pour un survol en 3D. Et là, on a, c'est pareil, on peut personnaliser comme on veut, que ce soit sur le format carré, portrait, paysage, un format pour les réseaux sociaux. On peut choisir l'angle de vue, la distance à la trace. On peut personnaliser avec son logo. On peut mettre une image de couverture, donc avant l'ouverture de la vidéo. Et puis la vitesse aussi, on peut choisir. Voilà, donc il y a pas mal de réglages. Donc c'est toujours pareil. On a beaucoup d'outils, donc il faut un peu les prendre en main, les tester. Mais après, ça se fait bien. Et voilà, et donc on avance sur le parcours et en même temps, on a le profil, on voit où on est sur le profil et on a les kilométrages qui défilent. Voilà, donc ça, c'est un outil sympa aussi pour pouvoir faire la promotion de la course euh, et le faire directement avec un outil qui permet d'avoir voilà, des éléments très personnalisés sur l'événement. Voilà, je terminerai simplement avec pour dire, voilà, sur Trace de Trail,
L'idée, c'est vraiment de s'adresser à tout le monde. Et donc, on a un système, ça va de l'utilisation gratuite et on a 2 niveaux d'abonnement. Je ne rentrerai pas dans le détail, mais simplement expliquer que voilà, l'idée, c'est que ça puisse correspondre à tout le monde. Et on va aussi jusqu'à de la mise en forme, nous on appelle ça des pages dédiées, donc c'est des pages qui sont vraiment mises en forme pour présenter les parcours d'un événement. Et là, donc c'est une prestation qu'on fait et ça va au-delà de la mise en page elle-même. C'est vraiment, là, c'est de la sous-traitance cartographique. Les organisateurs pour lesquels on fait ce travail-là, on va dire, se déchargent de ce volet-là. Ils nous fournissent ces éléments et nous, on s'occupe de mettre en forme, de préparer pour que ce soit propre, prêt à être diffusé. Voilà. Donc, on a ce système-là aussi pour ceux qui veulent vraiment. L'idée, c'est vraiment de s'adresser à tout le monde, de celui qui veut faire tout seul gratuitement, à celui qui veut avoir des fonctionnalités avancées et ceux qui n'ont pas envie de s'en occuper. On est là, on peut s'en occuper. Voilà, j'ai terminé cette présentation rapide, mais pour voilà, vous donner cet aperçu de tout ce qu'on peut faire avec Trace the Trail. Je terminerai juste en disant on est sur une refonte de la plateforme. Alors, j'ai pas encore la date, mais automne-hiver, on va avoir une nouvelle version de Trace the Trail avec encore plus de fonctionnalités. Et voilà, que ce soit côté organisateur, avec pas mal de nouveaux outils très sympas, et côté club aussi, avec tout un volet club. Voilà, je ne rentrerai pas dedans. Je vais laisser la surprise pour cet automne, mais il va y avoir des grosses nouveautés. Merci. Tu disais que c'était rapide, mais c'était très complet. Je te remercie en tout cas pour la présentation. Mais justement, moi, j'avais une première question en me disant c'est justement hyper complet, mais est-ce que vous avez réfléchi à d'autres outils à développer? Mais du coup, voilà, pas de réponse sur cette question-là. On va attendre. Ouais, On va alors bah, je te attendre. dirais, on développe nous-mêmes nos outils, on Mhm, est dessus, bien entendu, et c'est vrai que ça cogite tout le temps. Et mhm. on est en permanence, on a des nouvelles fonctionnalités. C'est à la fois nous, en tant que coureurs, on pense à des choses, mais on est beaucoup à l'écoute aussi des organisateurs et des coureurs en eux-mêmes. Et on a souvent des remontées, à la fois des positives, des choses qui fonctionnent bien, des choses qu'on nous suggère en termes d'amélioration, des fonctionnalités auxquelles on n'avait pas pensé. Donc voilà, ça nous sert pour ces développements, mais ça cogite en permanence. J'imagine. Je vais laisser la parole aux autres. Si, je sais que Bruno aime bien poser des questions. Peut-être pas forcément lui, mais il y en a, sinon j'en ai. Hein, donc, Oui, je vais te demander si les zones Natura 2000, les espaces sur les fonds cartographiques sont identifiés ou pas. Oui, alors sur Trace the Trail, effectivement, j'ai pas parlé des fonds de cartes, mais on a tous les fonds IGN, et parmi les fonds IGN, donc on a les cartes classiques, le scan 25, le plan IGN, les images aériennes, et on a nous ce qu'on appelle des calques, c'est-à-dire que c'est des fonds qu'on va superposer avec le fond de carte de base, et notamment on a les zones Natura 2000, le cadastre, les limites administratives sur Trace the Trail. L'idée, c'est vraiment d'avoir ces outils-là, effectivement, pour préparer. Je n'aurais pas parlé, mais on a ces aspects-là, donc ouais, c'est sur Trace the Trail. C'est pas affiché par défaut, tu vas pouvoir aller les activer toi, mais ils sont disponibles. Et est-ce que vous êtes interfacé avec des chronométreurs pour du coup avoir un côté dynamique à l'affichage et aux performances des sportifs? Alors non, c'est-à-dire l'idée, c'est quoi derrière? L'idée, c'est en plus d'avoir la trace, c'est d'avoir les points de passage et la chronométrie de, par exemple, à tel checkpoint, il y a le premier est passé à telle heure, le 30e Ouais. à telle heure. Alors non, parce qu'effectivement, c'est des outils de solutions souvent côté chronométreur et Ouais, ils récupèrent nos traces pour préparer, mais c'est de leur côté que ça se passe d'accord. et effectivement, c'est pas sur l'interface Trace de Trail. Après, nous, on a une fonctionnalité de suivi live. J'ai pas parlé de Trail Connect, qui est l'application de Trace de Trail, qui s'appelle Trail Connect parce qu'il y a au-delà du trail, il y a aussi d'autres pratiques outdoor dedans. Mais sur un événement, tu as un système de suivi live
Et puis, tu peux démarrer ton suivi live, mais c'est lié à la personne. C'est-à-dire que nous, l'idée du suivi live, c'est je pars courir à l'entraînement, je peux démarrer mon live. C'est pas lié à l'événement en lui-même. Voilà. Mais non, sinon, on n'a pas de lien avec les chronométreurs et les courses en direct. Ok, Et, c'est tout pour moi. Merci beaucoup. et moi, je voulais savoir justement, parce que tu parlais des passages dans les zones privées et tout ça, c'est un vrai souci de donner les traces en amont. Est-ce que justement, toi qui les rends publics et qui plutôt alerte sur ces zones où on peut passer que le jour J, est-ce qu'il y a des bons retours là-dessus? Est-ce que c'est mieux de donner en prévenant de façon publique ou est-ce que c'est mieux justement, il y en a qui préfèrent ne pas donner la trace avant le jour J, quoi? Et, écoute, je pourrais te donner un exemple d'une course il y a bientôt une dizaine d'années. C'était même parti avec lui qui m'avait dit non, non, je voudrais tracer, mais je veux pas diffuser parce que c'est trop sensible. Et on avait parlé et je lui avais expliqué voilà, moi, mon regard dessus. Et on avait localisé ces zones privées et on avait bien indiqué. Il n'y a jamais eu de problème et au contraire, il avait des bons retours. Et je pense, alors, je dirais, pour moi, c'est comme les bons et les mauvais chasseurs. Tu as 95% de bons chasseurs, certainement 5% de mauvais. C'est toute une question de communication, les trailers. Si tu leur dis ces zones-là, elles sont privées, tu vas pas. J'imagine, tu as 95% de bons trailers qui n'iront pas, peut-être 5% de mauvais, mais à la limite, ils prennent leurs responsabilités parce qu'on les aura clairement informés qu'ils n'ont pas à aller sur ces zones-là. Voilà. Si tu n'informes pas, les gens ne vont pas forcément le savoir. Et parfois, on a eu des retours, nous, de coureurs qui disaient, mais je ne savais pas que c'était privé et qu'il ne fallait pas que j'y aille, en fait. Voilà. Donc, moi, mon point de vue, c'est vaut mieux montrer, informer et dire là, on peut accéder que le jour J. Et je pense au contraire, on rend service à tout le monde, à la fois côté organisateur et côté coureur. Après, nous, on respecte le choix. Nous, on met à disposition des outils. Après, l'organisateur, il préfère laisser en privé. Ben, c'est en privé. Il souhaite le mettre en public avec des accès restreints, il le fait. On a de tout sur Trace de Trail. Voilà. Donc, il y a un événement qui a ses courses en privé. Je n'ai pas parlé, il y a la notion de calendrier sur Trace de Trail. Tu peux visualiser les prochaines courses et accéder au parcours. Mais un ordinateur qui met ses courses en privé, eh ben, il apparaît quand même dans le calendrier et c'est indiqué que ces parcours sont mis en privé et qu'ils ne sont pas accessibles. D'accord. Et dans la même logique, est-ce que justement sur les infos que tu donnes sur le parcours, tu peux alerter aussi les coureurs sur la faune, sur la flore, sur attention ici, interdit au bâton, ici, zone silence, etc. Tout à fait. Bah, on a beaucoup de points d'intérêt D'accord. sur Trace de Trail. Ok. Alors, de mémoire, il y a une petite fleur, il y a une petite vache aussi. Voilà. Alors, on n'a pas la partie silence, mais on pourrait mettre un petit bonhomme rajouter ce type D'accord. d'icône éventuellement. Mais aussi, si on peut localiser. Alors, comme je disais, il y a soit les points d'intérêt, localisation, et quand tu mets un point d'intérêt, tu peux associer photo, descriptif, etc., voire vidéo. Donc, tu mets ce que tu veux. Et tu peux aussi mettre des sections. Et quand tu affiches une section, tu as une petite infobulle. Quand tu passes dessus, ça te donne Hmm. les infos. Donc, tu peux identifier des parties, des portions de parcours comme ça. Ok. Je crois que Gilbert a une question. Il n'y a plus qu'un micro à brancher. Voilà, il n'y a plus qu'un micro à brancher. J'ai une question peut-être un peu particulière. Alors, je ne sais pas si tu veux bien remettre la slide précédente avec ton, ton offre commerciale. Ouais. On voit bien qu'elle est plus offre de passion qu'offre commerciale, sans doute, quand on entend ton enthousiasme et tes présentations. Mais moi, j'ai envie de dire, enfin, j'ai une question qui est encore une fois un peu particulière, mais quand tu as rencontré un organisateur, que tu lui as présenté tout ce que tu viens de présenter, qu'est-ce qu'il peut faire qu'il n'a pas envie de travailler avec Trace de Trail? Parce que moi, je suis bluffé par tout ce que tu présentes. Mm. Alors, je suis peut-être bon public, mais je trouve que c'est assez bluffant comme offre d'outils. Qu'est-ce qui fait que tu peux avoir des gens qui te disent merci, ça m'intéresse pas? Je ne sais pas. En fait, après, voilà, nous, c'est vrai qu'on est. À la base, nous, on a lancé le site. Alors, on voulait partager, on était des trailers, on avait envie de partager un site. Et en fait, on s'est rendu compte dès le départ qu'il y avait des besoins côté organisateur. Et
C'est vrai que nous, notre logique, c'était de développer le site, pas dans une logique commerciale, mais dans une logique où on apporte des fonctionnalités. Tiens, il y a souvent hein, c'est les organisateurs qui disent, mais on ne pourrait pas faire si, on a telle problématique, voilà, et on rajoute ces fonctionnalités-là. Et c'est vrai qu'on a, alors ce qui fait aussi peut-être les critiques qu'on peut avoir sur Trace de Trail, c'est compliqué. Alors on essaye de simplifier, mais plus tu as de fonctionnalités, plus c'est compliqué. Donc on est toujours dans ces choses-là. Là, on redéveloppe complètement notre site. C'est toujours voilà, ce petit tiraillement en disant, OK, on va essayer de faire le plus simple. Mais voilà, si on veut avoir des outils complets, on ne peut pas non plus faire trop dans la simplicité. Donc non, après, en général, quand on présente, quand un organisateur nous demande qu'on présente, en général, il est plutôt séduit par les outils. Comme moi, je dis souvent qu'on a une boîte à couture. Je pense qu'on a une grosse boîte à couture et elle est complète. La boîte. Ok, merci. Et moi, j'ai peut-être une dernière question sur, il y a énormément, en fin de compte, de données qui circulent avec vos outils. Est-ce que, justement, il y a de l'exploitation post-événement de toutes ces données? Est-ce que c'est vous qui le faites? Est-ce que c'est l'organisateur qui, vous voyez, qui les utilise pour, justement, communiquer post-événement ou même avant l'événement ou des choses comme ça? Quand tu parles de beaucoup de données, c'est beaucoup d'organisateurs qui utilisent le site. Non, 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 beaucoup de données Et, sur les parcours, sur les courses. mm, Pas forcément sur le nombre d'organisateurs qui utilisent le. Mais on voit quand même qu'il y a quand même beaucoup de données qui sont, grâce à votre outil, qui sont données à l'événement. Et est-ce ouais. que, justement, est-ce que vous faites de l'exploitation de ces données pour de la communication ou est-ce que vous laissez tout ça à l'organisateur et à son événement? Ah non, on fait aucune Aucune exploitation de données. C'est l'organisateur, il a son compte Trace de Trail, il fait sa tambouille sur Trace de Trail, c'est à lui. On n'exploite rien du tout. C'est comme Ok, sur Trace de Trail, quand tu es un coureur, on te demande, on demande juste un identifiant, un pseudo pour se connecter. On demande rien du tout. On essaye, voilà, d'avoir le minimum d'infos liées aux personnes. On n'a vraiment pas une logique d'exploitation derrière commerciale. On est plus dans une logique d'apporter des fonctionnalités, des outils. Voilà. Donc non. Après, voilà, on communique sur Trace de Trail. Il y a un peu de communication sur les courses. Ça, c'est des collaborations qu'on fait Hmm, aussi quand on met en place des pages dédiées. Voilà, on communique aussi sur la course quand il y a des organisateurs qui ont besoin un petit peu de coups de pouce en termes de com. Ça, c'est des petites choses qu'on propose en plus. ok. Mais voilà, il n'y a aucune exploitation derrière Exploitation. commerciale de ces contenus. Non. Voilà. Ok. Et si l'organisateur il veut mettre tout en privé, gérer son truc, voilà, ça reste en privé, c'est à lui. Et si quelqu'un veut après enlever ses données de trace de trail, il reprend ses données. Voilà. Ok. Bruno nous a quittés, mais c'est le fondateur avec son frère Patrick du groupe Docker. Et je vais essayer de faire simple sur un milieu un peu complexe de ce que l'on fait aujourd'hui au niveau du groupe, et après plus particulièrement côté assistance médicale et par rapport aux organisateurs qui sont membres de France Outdoor. Donc pour avoir une image un peu globale, ça a été fondé en 2000 donc par Bruno et Patrick Basset, que je nommais juste avant. Donc Patrick, il est médecin animateur et Bruno, il est infirmier. Et tous les deux, en 2000, ils ont créé Dockever pour commencer l'assistance médicale. Aujourd'hui, c'est un groupe qui fait 13 millions, un peu plus de 13 millions de chiffre d'affaires sur les derniers exercices fiscaux, une centaine de salariés en interne et 1000 collaborateurs extérieurs. Et je vais revenir tout de suite sur la dimension du groupe. Mais on est basé à Lyon, mais on a une société sœur du groupe qui est sur le Canada, à Montréal. On a un bureau en Polynésie française et depuis très récemment, on est implanté au Maroc, à Casablanca, et en Arabie Saoudite, à Riyad. Donc c'est plutôt récent pour Casablanca et Riyad, et Papeete, ça fait quelques années. Dokever, c'est 4 grandes activités. Et je me spécialiserai juste à la suite sur l'assistance médicale. Mais donc, il y a l'assistance médicale
fournir des médecins et des infirmiers, plus tout ce qui va autour, et je vais y revenir. C'est une société d'ambulance, j'ai envie de dire. Une ambulance, ça parle à tout le monde, ça transporte des patients, avec des spécialités sur les transports, notamment de bébés ou sur les transports bariatriques. Une partie formation, toujours dans la santé. On a notre propre centre de formation avec des formations ici en interne au niveau du siège et aussi chez nos clients, qui va de l'auxiliaire ambulancier à la spécificité de la prise en charge dans l'outdoor pour les médecins. Et une partie qui est appelée software logiciel, plus globalement data jusqu'à téléconsultation amplifiée à distance. Donc, c'est les 4 grandes activités et le point commun au milieu, c'est patient, santé sur les 4. Pour se donner une dimension globale sur l'activité assistance médicale, c'est 25 millions de personnes encadrées par an sur 4 grands pôles. Les événements sportifs, ce qui nous concerne aujourd'hui, mais c'est aussi dans les ERP et l'industrie. Une partie tournage cinéma avec des points spécifiques dans les tournages, des cascades ou des mises en hauteur, etc. Et tout un suivi d'expéditions, notamment de bateaux à travers le monde, avec un suivi à distance et la fourniture de médicaments et une hotline à distance avec du matériel qui est dans le bateau. C'est assez divers, c'est assez complexe parfois de simplifier, mais globalement, on s'occupe de la santé dans le monde, en France, et là particulièrement pour ce qui nous concerne sur les événements sportifs. Alors j'ai essayé de repartir entre guillemets d'une obligation, ou en tout cas de ce qui est à la charge des organisateurs. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous organisez un événement, que ce soit festif, sportif, culturel, religieux, politique, il y a plein de types d'événements, il y a des obligations pour l'organisateur d'avoir une organisation médicale, ou en tout cas des secours. Ça peut être du très petit, comme du très très grand, du très très lourd, et avec une pluralité d'acteurs. Donc c'est pas toujours simple pour les organisateurs, et c'est là où on vient apporter notre expertise de qu'est-ce qu'il faut mettre en place par rapport à votre besoin. Et du coup, j'ai pour habitude de dire qu'on fait uniquement de la solution sur mesure par rapport à un besoin exprimé de nos clients, des organisateurs, quel que soit l'événement, sport ou pas. Ce qui est complexe dans le milieu de la santé, j'ai essayé de le résumer ici. N'hésitez pas à m'interrompre si je vais trop vite, parce que j'ai l'habitude de nager dedans, mais voilà. Ici, j'essaie de représenter l'ensemble des acteurs, parce que quand on parle de santé, de secours, de médecins, de prise en charge sur un événement, on dit bah, c'est bon, il y a le SAMU, c'est bon, il y a les pompiers, c'est bon, il y a les associations agréées de sécurité civile, il y a plein de monde, mais qui fait quoi? Et, bah, on vient dans ce schéma apporter une solution et une coordination de l'ensemble de ces acteurs. Par exemple, être en lien avec le SAMU sur un événement, avec les pompiers, avec les associations agréées de sécurité civile qui fournissent des secouristes, aussi avec la police et les gendarmes, plus sur des notions d'alerte et de coordination, aussi avec les ambulances privées, et après avec les établissements de soins. Parce que sur votre événement, s'il y a une prise en charge d'un patient, s'il a besoin d'être évacué, comment il va être évacué, sur quelle structure, pourquoi, comment, qui suit, tout ça. Et au milieu de tout ça, on peut fournir tout ou rien, j'allais dire. Mais rien, c'est rare, mais ça peut être du très petit, très simple, au très complexe. Pourquoi je parle d'acteurs? Pourquoi juste avant je parlais des obligations? Parce que l'activité de Dockever, elle n'est pas uniquement de vous fournir un médecin sur un événement le dimanche 6 juin de 18h à 20h. On va avoir une partie amont, ce qu'on appelle analyse de risque et audit, pour se dire, OK, on est où, on fait quoi, pourquoi, il y a qui, qu'est-ce qui est déjà en place, quelles sont les obligations réglementaires, fédérales, de la préfecture, qui est où, qui fait quoi. Et une fois qu'on a une image très claire de l'événement en question, que ce soit du vélo, que ce soit du trail, que ce soit
de la course à pied sur du bitume, peu importe. OK, on est où? Quel dispositif on peut proposer et qui va faire quoi là-dedans? Dans le travail en amont, il y a aussi toute la partie validation des dossiers administratifs et validation auprès des autorités, notamment vis-à-vis de la préfecture, pour s'assurer que finalement tout est bien ficelé et que avant même le jour J de l'événement, en amont, OK, tout est sous contrôle et voilà comment ça va s'opérer et voilà les interactions qu'il va y avoir et qui va faire quoi. Pendant l'événement, il y a bien évidemment la prise en charge et le suivi des patients, mais pas que. Il y a là aussi cette coordination opérationnelle avec l'ensemble des acteurs que j'évoquais juste avant, à savoir les équipes médicales de DocEver, des équipes médicales s'il y en a autres, pourquoi pas, les associations agréées de sécurité civile, ASC, qui fournissent les secouristes, le SAMU potentiellement, les pompiers potentiellement, tous potentiellement, sur les plus gros dispositifs et faire que tout le monde se parle, tout le monde communique avec en numéro un la vision patient et prise en charge. Et enfin, après événement, avoir toujours cette notion de santé en numéro un, le suivi des patients hospitalisés, mais bien sûr, des rétextes et des préconisations sur ça s'est passé comme ça, il y a eu telle et telle prise en charge, qu'est-ce qui aurait pu être optimisé, attention sur un changement si on est sur une édition qui va se répéter à plusieurs reprises, et toujours dans une notion d'amélioration continue. Une fois qu'on a dit tout ça, qu'on a parlé des acteurs, qu'on a dit ce qu'on pouvait faire en amont, pendant et après, DocEver, on est capable de proposer un panel de solutions. On parlait de trousse à outils finalement tout à l'heure. On a une pluralité de services et de solutions à apporter. La numéro 1, les ressources humaines, des médecins, des infirmiers. Deuxième partie, du matériel médical pour prendre en charge. Le personnel sans matériel, il ne pourra pas faire grand-chose. Des moyens techniques et logistiques, j'y reviendrai. Une hotline médicale en permanence, on est joignable avec un médecin joignable H24, 7 jours sur 7, notamment pour nos soignants. Et la partie logicielle de coordination, mais pas que, sur le suivi global de l'activité, sur un événement, sur plusieurs événements, la supervision globale, jusqu'à des téléconsultations ou des deuxième avis à distance. Donc, on peut avoir tout ou partie de ces solutions, et c'est ce que je disais juste avant. On va le valider dans l'analyse. On est où, on fait quoi, qu'est-ce qu'on peut vous proposer, pardon. Où est-ce que vous en êtes par rapport à votre événement? On est sur une première édition, on est sur une édition tous les ans, ça fait 10 ans qu'on travaille sur votre événement, mais il grossit, il diminue, on change de parcours. Tous les systèmes d'impact pour dire, OK, aujourd'hui, OK, on n'a que des ressources humaines et du matériel, et on a 2 médecins et avec leur matériel et tout va bien. On centralise tout ça avec le logiciel, et puis on aura besoin d'un camion pour emmener le matériel. Et puis, ça peut être beaucoup plus complexe avec une pluralité d'acteurs, comme je l'ai dit juste avant. Dans ces solutions, j'ai parlé des ressources humaines. C'est bien de dire qu'on a des médecins ou un docteur, mais on parle de quoi? On parle de médecins avec quelle qualification? Je ne suis moi-même pas soignant, mais malheureusement, un médecin de ville, il ne sera pas forcément qualifié pour aller prendre en charge une urgence au fin fond de la montagne, de comment ça marche. Des infirmiers, c'est pareil. Donc, sur l'ensemble de nos ressources, on a des ressources que j'ai appelées qualifiées, qui, pour les médecins, sont des médecins urgentistes. Pour les infirmiers, on a de l'expérience dans l'urgence. Et c'est dans notre système de recrutement pour travailler chez DocEver, validé à ce niveau-là. J'ai parlé tout à l'heure d'une autre filiale de DocEver, la partie formation. Donc, c'est s'assurer que les ressources sont qualifiées, qu'elles sont formées, et bien sûr, derrière, qu'elles sont déclarées, assurées, et une notion de supervision, notamment par notre direction médicale. S'assurer que tout le monde a l'ensemble des bonnes informations, a les bonnes qualifications, et sera largement opérationnel, connaît le matériel,
et que toute la notion d'assurance, de déclaration administrative est OK. Il y a eu, de par le passé, notamment j'ai un copain qui est médecin, il m'a dit qu'il pouvait venir, c'est bon, il assurera. Bon, ça peut marcher un temps, il peut y avoir des très bons médecins dans ce cas-là. Quel matériel, dans quel système de déclaration, comment ça marche, est-ce que c'est ficelé jusqu'au bout? Une fois qu'on a ces bonnes ressources humaines, ça ne fait pas tout, parce que juste l'humain sans le matériel, il ne pourra pas forcément faire grand-chose. Donc, on a toute une partie matériel médical, avec des dispositifs médicaux adaptés, avec un suivi de matériaux-vigilance. Ça, c'est pour s'assurer que le matériel il est en bonne condition opérationnelle. Donc, c'est une société indépendante de Docker qui vient vérifier un certain nombre de machines, on va dire, et que tout est opérationnel et que le jour J, quand on vous dit on vient prendre en charge votre événement, et ben, c'est pas le DSA qui fonctionne pas, le respirateur qui marche pas, la batterie qui fonctionne pas, que ça fait trop longtemps qu'on l'a pas utilisé, et que l'ensemble des consommables qui vont avec sont opérationnels. Toute la partie médicamenteuse, c'est une spécificité de Dockever. On a notre propre pharmacie interne gérée par une pharmacienne. Donc, c'est au niveau de notre siège. Et donc, tous les médicaments, les drogues, etc., sont tous gérés en interne pour que, à la fin, on ait des sacs et des kits qui sont standardisés. Et donc, le matériel qui a été validé avec l'ensemble des médicaments par rapport à du sport type cycling, sur telle épreuve, et ben, organisateur 1, 2 ou 3 pour son événement, le matériel sera identique et les ressources qui travailleront avec ce matériel le connaîtront et on a la composition des sacs, etc. Donc, il y a 1, la ressource humaine, 2, la ressource matérielle. Je continue sur la partie plus logiciel et data. On a, avec notre logiciel Logikos, la possibilité de coordonner les opérations. Et donc, très simplement, un PC de commandement, de savoir quelles équipes sont où, qui prend en charge quel patient, et que ce soit pas tout le monde se jette sur le patient 1 ou le patient 2, et que le patient 3, et que personne ne pourra le prendre en charge. Ça permet de coordonner l'ensemble des équipes. Fiche bilan ABCDE ou dirigé, c'est que c'est des protocoles normés et des manières de remplir les informations qui sont identiques là aussi. Main courante horodatée, c'est de se dire que on a eu un appel au PC de commandement pour un secours, et il était 10h02. À 10h03, on a lancé tel ou tel moyen. À 10h10, ils étaient au chevet du patient, et à 10h15, il était évacué avec tel ou tel moyen. Et on peut retrouver la chronologie par rapport à une prise en charge d'un patient et le suivre dans sa prise en charge. Dossier médical informatisé, c'est de se dire que Frédéric Simian, qui a été pris en charge à 10h05, on a l'ensemble de ces informations, tout ce qui lui a été administré ou non. Est-ce qu'il a vu un médecin? Est-ce qu'il a vu un infirmier? On peut suivre tout ce qui lui a été fait, entre guillemets. Là où c'est encore plus poussé et plus complexe, c'est que, j'y reviendrai juste après, dans les interactions avec les participants, c'est qu'on parle de questionnaires de santé en amont de l'événement, jusqu'à des conseils santé suite à une prise en charge en aval, avec des documents digitaux directement envoyés sur les adresses mail, comme une ordonnance. C'est assez complet. Ce même logiciel, il nous permet de superviser un événement, d'avoir un visu pour nos coordinateurs, notamment au niveau d'un poste de commandement s'il y en a un, et aussi une supervision globale de la direction médicale et de la direction sur une pluralité d'événements qui auraient lieu en parallèle, et de s'assurer que tout fonctionne bien, y compris d'avoir un visu des prises en charge à distance, entre autres, quel que soit, à partir du moment où on a un accès à Internet, de pouvoir avoir un avis et un visu à distance. Le dernier point, c'est une fiche bilan en 7 clics. Ça n'intéresse pas directement l'organisateur, mais c'est que c'est un logiciel qui est très facile à prendre en main par tout le monde. Même si vous n'y avez jamais touché, c'est très intuitif, et du coup, ça permet que l'ensemble des acteurs puissent l'utiliser et qu'on ait une vision globale, quel que soit l'acteur qui prend en charge sur un événement. J'espère que je ne vais pas trop vite et que je suis clair. Le dernier point qui est spécifique, c'est qu'on a une hotline médicale
24 heures sur 24, 7 jours sur 7, notamment pour nos soignants, qu'ils soient infirmiers et ou médecins, pour avoir un deuxième avis, pour avoir un besoin de conseil, et pour les infirmiers, de travailler sous protocole par rapport à une prise en charge particulière et de pouvoir soigner un patient sur des prises en charge spécifiques que l'infirmier seul ne pourrait pas faire. Une fois qu'on a les ressources humaines, le matériel, de quoi coordonner, et en plus un assistanat externe si besoin, on a besoin de mobiliser tout ce petit monde. Et là encore, Dokever est capable d'amener des solutions, à savoir comment on déplace nos médecins, nos infirmiers, que ce soit en 4x4, en moto, en ambulance, en hélicoptère, en quad. Peu importe, là, on s'appuie sur des prestataires avec qui on travaille depuis longtemps, qui connaissent nos spécificités. Je prends l'exemple tout bête d'une moto. Mettre un médecin sur une moto, on peut se dire c'est basique, mais un médecin sans son matériel, c'est plus compliqué. Donc, du coup, on a un cahier des charges de dire, OK, avoir une moto, c'est avec les top cases pour pouvoir mettre le matériel. On a adapté en amont que le matériel était le plus petit possible pour qu'il soit mobile et facile à transporter. Et par exemple, dans une ambulance, il y aura plus de place. Donc, le matériel ne sera pas forcément exactement le même. Il y a une notion de moyen de communication qui est un élément clé, que ce soit de la téléphonie, comment on fait pour recevoir 200 appels en même temps, ou en tout cas très peu de décalage sur un PC complet, et avoir une solution de téléphonie opérationnelle avec des répondants et une redondance, c'est qu'on ne perd pas d'appels. Donc là aussi, on est capable de mettre en place des PC simples et complexes au niveau de la téléphonie, avec notamment en plus des lignes enregistrées. Mais aussi s'assurer que si ce n'est pas par la téléphonie, c'est par la radio, la communication entre tous les acteurs, et être sûr que tout le monde puisse communiquer pour une bonne prise en charge. La notion de 4G et de Wi-Fi, c'est de pouvoir aussi utiliser notre logiciel, et que si votre événement demain il est en situation purement isolée, est-ce qu'on prend en relais avec une Starlink et puis qu'on aura une diffusion plus locale? C'est possible. Est-ce que c'est tout simplement juste effectivement avec deux téléphones? Est-ce que c'est avec un talkie-walkie? Enfin, là, il y a une pluralité là aussi de solutions. Et le dernier point que j'ai mis, toujours dans les moyens techniques et logistiques, c'est toute la partie innovation et en amont de Dokever, avec, je le disais tout à l'heure, Patrick et Bruno, qui sont plutôt très moteurs sur les solutions d'actualité et innovantes. Je vous en ai présenté 3 parce qu'elles sont parlantes, et avec des images, elles sont parlantes. La première, c'est un container médicalisé qui est transportable partout dans le monde et qui vous fait un mini-hôpital n'importe où. Là, il est déployé au milieu du désert lors du MDS, et vous pouvez prendre plusieurs urgences en même temps, sans difficulté. Vous êtes isolé, il y a la clim ou le chauffage, et on peut faire toute prise en charge dedans. Par exemple, on peut faire une radio. C'est la deuxième photo que vous avez. On a un appareil de radio ultra portable. Donc, souvent, quand on parle de radiographie, on imagine les énormes systèmes de radio dans des salles spécialisées avec du matériel de protection, etc. Là, on est sur un appareil qui pèse à peine 3 kg. On voit la main à côté. Voilà. Et donc, sur des événements où il peut y avoir du traumatique, et ben, on peut faire directement une radio, directement sur place, sans avoir à aller déplacer un patient sur un hôpital, qu'il aille aux urgences, qu'il attende, etc. C'est une solution possible. Le dernier que vous avez, c'est un appareil d'échographie qui la permet aussi directement sur un téléphone de voir directement le résultat de l'échographe. Ça ne veut pas dire que c'est pour tous les organisateurs. Ça ne veut pas dire que ça coûte forcément tout de suite très cher. Oui, envoyer le container à l'autre bout du monde, ça coûte cher. Avec plein de médecins et plein d'infirmiers et plein de matériel, ça coûte très cher. Mais on s'adapte finalement à toutes les demandes de nos organisateurs. On travaille avec des plus petits événements, et on va fournir un médecin et son matériel. Et on aura des notions de coûts, on va dire entre 500 et 1000 euros et plus. Et sur des très gros événements avec des très gros déploiements, des centaines de milliers d'euros.
mais on ne fait pas que du très gros et la pluralité de solutions est très très large. J'espère que je continue d'être clair et que je ne vais pas trop vite. La dernière partie, c'est la partie digitale dont je parlais tout à l'heure, avec une notion de coordination, mais pas que. Dans l'univers de la santé, je l'ai dit juste avant, il y a avoir les bonnes ressources avec le bon matériel et qu'ils soient formés. Et donc, pour ça, notre logiciel nous permet aussi que nos médecins, nos infirmiers aient accès à du e-learning par rapport à des prises en charge spécifiques, comme l'hyperthermie par exemple. Qu'est-ce qu'on fait dans le cadre d'un événement pour soigner une hyperthermie et là, on a des supports pour nos soignants. De l'autre côté, c'est éduquer les participants. Et donc, dans les possibilités qu'on a, c'est d'envoyer notamment un questionnaire santé en amont de l'événement pour questionner les participants. Vous allez faire un marathon ce week-end, mais vous savez déjà que vous avez telle ou telle pathologie, ou absolument aucune, et tout va bien. Et toutes ces informations vont monter dans le logiciel de coordination, et on saura que quand on prend en charge Frédéric Simian, il a déjà telle ou telle pathologie, il a telle ou telle allergie, etc. Questionner les participants, c'est aussi, après les éduquer et leur donner des conseils par rapport à ce qu'ils vont faire comme activité et qu'est-ce qu'ils peuvent rencontrer comme symptômes et est-ce que c'est quelque chose où il faut être particulièrement attentif et grave et du coup d'aller consulter de manière immédiate ou c'est moins, en tout cas c'est moins sensible et que si on a des ressources humaines soignantes qui ont toutes les spécificités des prises en charge dans le cadre de l'outdoor et qu'on a des participants qui sont sensibilisés à qu'est-ce qui va se passer pour leur corps, qu'est-ce qu'ils risquent, etc., eh ben, on soigne moins et on soigne mieux. Et du coup, ça fait des participants qui arrivent en bonne santé. C'est léger. Le questionnaire santé, on y répond très vite. On a un fort taux d'adhésion et de réponse à ce moment-là. Et les conseils santé, c'est pas non plus 4 heures de e-learning à lire, mais plutôt du 5-10 minutes à lire. Et je choisis aussi là où je veux aller vraiment dans le détail. Voilà la dernière partie sur la partie digital data. Si je résume, travailler avec Dockever et nos différents services, c'est d'externaliser la responsabilité médico-légale, donc on vous décharge de ça. À partir du moment où on prend en main un dispositif, qu'on a l'étude amont dont on parlait, etc., et qu'on a la globalité de la gestion de l'événement, c'est Dockever qui a la responsabilité médico-légale. Ça veut dire que demain, la réponse aux obligations de moyens, c'est Dockever qui l'assume et pas l'organisateur. Et le credo qui va avec ça, notamment sur la partie outdoor, c'est de faire des participants des finishers en bonne santé et de maximiser le nombre de personnes qui passent la ligne d'arrivée avec le sourire et pas en passant par 3 PMA ou en étant évacué par un moyen quel qu'il soit. J'en arrive à la conclusion notamment de membres de France Outdoor qui nous font confiance, mais pas que. Comme je les vois là, Race Cross est en train de tourner, la Saint-Élion depuis longtemps, le Trail des Coursières aussi. Là où j'insiste, c'est que typiquement, le Trail des Coursières, on leur fournit uniquement du matériel. La Saint-Élion, on fait un dispositif global et qui est très important. Race Cross, par exemple, c'est essentiellement de la hotline à distance et un petit peu de matériel directement sur course. Une pluralité d'organisateurs qui travaillent avec nous sur du très petit, plus simple, au très, très gros, très complexe. Et pour les plus gros, les plus complexes, les JO 2024 ont été un très gros challenge qu'on a relevé avec une pluralité de sites, une pluralité de ressources, une quantité de matériel très très importante. Donc voilà,
Si je devais résumer, on peut répondre à peu près à n'importe quelle demande santé secours, qu'elle soit simple ou complexe, et on peut faire du très simple ou en tout cas juste du complément de ce qui peut être déjà existant pour un organisateur. Je vais laisser la main aux questions, mais en tout cas, vous retrouvez là sur ce dernier slide l'ensemble de nos coordonnées. De toute façon, le plus simple, c'est docever.com. Et après, Margot et moi, on s'occupera de vos demandes et de remonter en expertise si nécessaire. Merci. J'enchaîne juste sur une question parce que c'était sur ce que tu as dit quasiment à la fin. Oui, Tu disais que quand on donnait l'événement entier à Docever, l'organisateur était déchargé de ouais. la responsabilité médico-légale. Qu'est-ce qu'il y en est justement quand vous ne prenez pas tout? Tu disais que des fois tu fournissais du matériel, d'autres fois autre chose, quand vous intervenez seulement en partie sur l'événement. Si on n'a qu'une partie, on n'a pas forcément la décharge de responsabilité médico-légale. On va avoir une notion de conseil selon ce qui nous est demandé. Mais typiquement, un événement qui va nous demander uniquement du matériel, on ne pourra pas être sur de la décharge de responsabilité médico-légale parce que qui sont les soignants? Est-ce qu'ils ont j'allais dire le bon CV, en tout cas les bonnes qualifications? Ça, je ne peux pas m'en assurer. Par contre, là où peut-être j'ai pas été assez précis, euh, on peut fournir les ressources humaines. Mais des organisateurs qui aujourd'hui ont dans leur réseau, peu importe, un contact de contact, un médecin, un infirmier qui peut répondre aux besoins de dispositifs, mais qui n'a pas de matériel, mais qui n'a pas de structure adéquate derrière lui, on peut amener juste la couche de déclaration assurantielle et le matériel pour être dans l'obligation de moyens. Et là, on peut continuer à avoir la décharge de responsabilité médico-légale, sous réserve que tous les éléments sont validés au fur et à mesure. Là où j'insiste, et notamment plus sur on va dire les organisateurs qui ont des événements de plus petite taille, c'est un élément quasiment clé parce que ce qui coûte le plus cher aujourd'hui, c'est les ressources humaines, c'est les médecins, c'est les infirmiers, etc. C'est de plus en plus dur d'avoir des gens compétents sur ce point-là. Et donc, tout organisateur qui a des contacts, etc., de ressources humaines, gardez-les. Ça ne veut pas dire que c'est incompatible avec nous, bien au contraire, et on va être complémentaires. Au même titre que les différents acteurs que sont le SAMU, les associations agréées de sécurité civile, les pompiers. Tout ça, ça doit jouer ensemble à différents niveaux. Mais la décharge de responsabilité médico-légale sera uniquement sur les dispositifs globaux et si on a vraiment le visu et la main sur les ressources humaines et le matériel. Très bien, merci. J'avais juste une question, alors peut-être plusieurs, mais c'était sur la. Moi, je fais partie aussi, enfin, on gère une association agréée de sécurité civile dans le 42. Ouais. Et la question, c'est si vous mettez directement en lien avec eux ou c'est l'orga qui vous met à dispo les assos. En gros, on a quasiment tous les cas de figure. Les associations agréées de sécurité civile et les sociétés de médicalisation, elles sont complémentaires. Ouais, bien sûr. Donc, il y a le cas de figure de l'organisateur qui me dit, moi j'ai déjà les secouristes, ça fait 5 ans que je travaille avec eux, mais il me manque les docteurs. Fred, qu'est-ce qu'on peut faire? Bah, moi, je vais amener la partie médicale, paramédicale, en complément des secouristes. J'ai d'autres organisateurs qui vont me dire, moi j'ai rien, et je veux que vous fassiez tout. OK. Avec quelle association il y a dans le secteur de l'événement? On va se mettre en lien avec eux. Et là, après, il y a une notion de rebouclage entre organisateurs, sociétés de médicalisation et associations agréées de sécurité civile pour que tout le monde soit bien raccord sur qui fait quoi. Et voilà. Est-ce que ça répond à la question? Ouais, non, ça y répond totalement. Et après, j'en avais une autre, c'était des choses que nous on voit, enfin que nos secouristes arrivent à voir, c'est quand tout à l'heure vous disiez au niveau des médecins,
entre le médecin urgentiste et le médecin de campagne qu'on connaît, qui est le copain du copain. Au niveau juridique, enfin voilà, s'ils n'ont pas la formation, ils vont pas aller faire. Mais moi, c'est plus le côté, on va dire, secouriste où ça me met un peu enfin, j'ai un peu du mal avec ça. On voit des médecins arriver qui sont pas capables d'intuber ni de pousser de l'adré ou autre. Je vois aucune plus-value sur un événement outdoor, ou peu importe. Et c'est sur l'aspect juridique où moi, ça me... Enfin voilà, nous, on est confrontés à ça régulièrement. Le médecin, il arrive, bah, vous avez du matos, bah non, nous, on va pas, on n'a pas d'adresse, on ne tue pas, quoi. Donc c'est sur ce sujet-là où... Le- le- Dans la médecine, il y a une obligation de moyens et pas une obligation de résultat. Ouais, Donc, nous, on s'assure de répondre à l'obligation de moyens. Et effectivement, c'est ce que je disais tout à l'heure. Très bien, tout organisateur qui a dans son réseau le médecin, l'infirmier, peu importe, si il répond au cahier des charges, aucun problème, et gardez-le, et c'est très bien comme ça. Et on va venir compléter ce qui est nécessaire. Malheureusement, euh, un infirmier qui est en libéral, qui n'a jamais fait d'urgence, qui fait sa tournée, et j'ai absolument rien contre aucun des infirmiers et aucun des médecins. C'est juste qu'effectivement, enfin, moi je suis pas soignant, mais un médecin sans matériel ou un infirmier sans matériel, bah, il pourra pas faire grand-chose. Et donc si c'est juste de mettre un nom, etc., bah, en fait ça servira à rien. Et c'est arrivé à plusieurs reprises, des organisateurs qui me disaient bah, j'avais un médecin, mais en fait, bah, on a eu un cas un peu grave, bah, on a vu qu'on était limite, et du coup, bah, on veut sortir de ce sujet-là. Et c'est là où ça fait partie, nous aussi, de nos process, de vérifier que, bah, OK, vous êtes médecin, euh, quels sont les diplômes que vous avez, et si nécessaire, de compléter la formation pour que on soit sûr que ça se passe bien une fois qu'on est au fin fond de la montagne, tout seul en isolé, que la prise en charge soit bonne. Et dans les faits, tu as beaucoup de médecins qui acceptent justement que tu leur dises là, ils sont médecins d'un petit trait de visage, mais sur lesquels vous venez apporter un petit plus et vous lui dites là, t'es pas forcément compétent pour faire ce genre de choses-là parce que t'as pas l'expérience. Il faudrait compléter ta formation par. Tu as beaucoup de médecins qui te disent oui, oui, bien sûr, je vais y aller. Alors, il y a plusieurs cas de figure. J'ai pas du tout aucune compétence en urgence. Là, ça va être plus compliqué. Euh, et il y a ceux qui font de l'urgence, mais on va amener un petit plus sur les spécificités des activités outdoor, les pathologies particulières qu'il va y avoir. Après, purement dire à un médecin, tu n'es pas compétent, je ne le fais pas. Et en fait, tout simplement, dans la validation des différents médecins qui vont sur tel ou tel événement, qu'ils soient chapeautés par nos soins ou directement salariés chez nous, la validation, elle passe par un médecin, Patrick Basset, qui lui valide et potentiellement échanger de manière plus détaillée sur qu'est-ce qu'il a fait jusqu'à maintenant, c'est quoi les compétences, pourquoi, comment. Et voilà, mais moi, je ne dis pas au médecin s'il est compétent ou pas. Oui. C'est pas de mon ressort, mais par contre, ça fait partie dans la responsabilité. Alors, Bruno n'a pas pu rester avec nous, mais c'est aussi l'expertise qu'on a. Et on ne peut pas se permettre d'être sur des personnes qui ne seraient pas en capacité de réagir au moment en question. Et pour terminer de compléter, ça peut être des médecins qui au début vont être sur du binôme, sur des événements entre guillemets moins sensibles, ou en tout cas des postes moins sensibles pour valider que ça va bien se passer. Et donc formation plus formation terrain fera que, mais de ne pas laisser en solo quelqu'un qui n'aurait pas les compétences ou qui ne saurait pas utiliser le matériel adéquat, la bonne réaction. Et toi, juste peut-être pour terminer, selon toi, enfin, selon vous, chez Dokever, c'est quoi les facteurs critiques qui font que bah, là, un plan de secours est bien réalisé, enfin, est réussi? Enfin,
Bah, Si un organisateur un organisateur qui vous écoute, il se dit, voilà, sur tel point, tel point, tel point, il faut vraiment que j'insiste sur mon plan de secours. bah, le premier point, je pense, clé, c'est le travail, l'expertise amont, pour se dire, on parlait des traces de parcours juste avant. Ok, je vais passer où? Ça va avoir quel impact euh, sur le parcours? Ça va être la météo, ça va être une pluralité d'éléments à prendre en amont. Et que c'est pas parce que ça fait 10 ans que ça se passe comme ça et que tout va bien que la 11e année va être pareil. Donc la criticité, elle est sur toutes les obligations potentiellement réglementaires, qu'elles soient fédérales, du sport, de la préfecture, du pourquoi, du comment, et d'avoir vraiment le scope global à ce niveau-là. Et c'est là où tout à l'heure je parlais de moyens techniques. Bah, ça va jusqu'à, en tout cas pour nous, de se dire, OK, comment la communication va passer jusqu'au bout? Est-ce que tous les acteurs sont au courant que joindre le PC, c'est par tel numéro? Est-ce que la ventilation et les voies d'accès, elles sont bonnes? Et c'est là où où ça va assez loin, et où ça peut en tout cas aller assez loin, et il y a énormément de paramètres à prendre en compte. Le mieux, c'est de faire appel à vous, quoi. Comme ça, au moins. Bah, en fait, c'est au moins de se questionner. Oui, bien sûr. à, à minima. Et en fait, et on sera ravis de vous dire, mais en fait, votre dispositif, il est bon, et vous avez bien pris en compte l'ensemble des éléments. Et là, à date, on n'a pas on n'a pas d'éléments correcteurs. La- c'est notre expertise de se dire, OK, sur tel événement, il faut faire comme ça. Ça passe aussi par des notions d'audit pour certains. On fait ça aujourd'hui et on va sur le terrain voir ce qui se passe et avoir un avis critique et des notions de correction. Et il peut y en avoir comme peut se Il y en dire a tout va marre. bien. Il y a toujours à améliorer, mais globalement, ça va. OK. OK. Et je te remercie. Je ne sais pas s'il y en a d'autres qui ont des questions à poser, mais sinon, on est pile poil dans J'espère les que temps. Donc, l'air est pas trop rapide surtout. non, non, c'était clair. C'était clair, merci beaucoup. Mais en tout cas, voilà, j'insiste, je persiste et je signe. N'hésitez pas, pour toute question, à nous appeler sur ce qui concerne la santé. Et ça peut être du très simple, comme du très complexe. Comme je l'ai dit, on fait de la hotline à distance sur des bateaux qui sont à l'autre bout du monde. On fait du matériel pour un certain nombre d'événements, en gros, en petit. On fait des PC très complexes. Il y avait le marathon de Paris il y a pas très longtemps, hein, où là c'est très gros. On était sur le marathon des sables dans le désert marocain, et là aussi c'était ses spécificités. Et puis on a des trails ici autour de Lyon.